Justin Fuller is run by a bunch of investment bankers, and Morningstar's tools can help make La partie conférence institutionnelle se passera en présence d'Alexandre Attal, que je remercie, qui est en fait gérant chez Barclays Wealth Managers et qui gère un fonds de fonds dédié aux jeunes sociétés de gestion. On aurait dû avoir la présence de Marc Fiorentino, mais il vient juste de décliner, il a eu un souci personnel, donc on prie de l'excuser, mais il ne pourra pas nous rejoindre. Alain Leclerc est présent et donc je le remercie chaleureusement pour nous parler justement au sein de Finance Innovation de la réflexion qui a été menée auprès du fonds de fonds émergence. Donc on est dans les derniers mètres et donc c'est important d'avoir son point de vue sur le thème en général et sur ce nouveau fonds de fonds en particulier. Patrick Rivière, qui est directeur général et membre du directoire de la Française AM, nous parlera de la stratégie de la Française en la matière et de son rôle d'incubateur autour d'un concept assez innovant. Avant de commencer justement sur ce thème, opportunités et risques pour l'investisseur et incubation, modèle d'incubation, je voulais vous donner quelques éléments qui serviront un petit peu de débat, puisque dernièrement, au mois d'octobre, Morningstar a participé à la conférence de l'AFG Paris Fund Industry sur justement l'industrie française. Je vais passer rapidement. On avait simplement souligné à Londres que le marché de l'asset management en France et le marché des actifs d'une manière générale était un marché particulièrement institutionnel avec des vrais investisseurs. Parce que la plupart du temps, on nous compare, on parle du Luxembourg, on parle de l'Irlande, on parle de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, et on met un petit peu sur le même plan je dirais Luxembourg et l'Irlande, qui sont des places plus administratives. Et donc c'était important de rappeler à nos amis anglais qu'on avait beaucoup d'institutionnels sur le marché français qui gèrent beaucoup d'actifs. On signalait aussi sur le marché individuel du retail qu'on avait un marché individuel assez dynamique. Par exemple, je ne sais pas si vous le saviez, en termes de nombre d'internautes sur les sites financiers, on est le numéro 2 en Europe derrière l'Angleterre. Donc on a des Français qui s'intéressent de plus en plus à la matière. Alors peut-être que conjoncturellement, la crise aide aussi, tout le monde s'intéresse et suit, on devient de plus en plus spécialiste de la crise en zone euro et des dettes souveraines, mais en tout cas, je pense que c'est un trend qui est plutôt structurel. Et on a aussi un écosystème financier important avec des grandes banques, des grandes entreprises. On a appelé le classement de Fortune sur les grandes entreprises, les 500 premières entreprises mondiales, et on voit qu'on a 35 grandes entreprises françaises dans le top 500, qui est le numéro 1, puisque c'est devant l'Allemagne ou devant l'Angleterre. Donc on a essayé de rappeler ça à l'époque. On a essayé de rappeler aussi à nos amis anglais la structure du marché français, avec des filiales de banques et donc des sociétés de gestion qui sont très fortes et parmi les premières dans le monde, des filiales institutionnelles, on en a rappelé quelques-unes qui sont aussi très importantes et qui est la spécificité du marché français. On a aussi des filiales de gérants étrangers qui sont très fortement présents. On peut aussi citer State Street ou d'autres qui sont très présents sur le marché français. Et on a aussi cette particularité d'avoir beaucoup de gérants indépendants et aujourd'hui plus de 600 sociétés de gestion en France. L'autre spécificité qu'on a tenu à signaler et à souligner, c'est le développement des jeunes sociétés de gestion. Développement en nombre, puisque vous voyez que statistiquement, structurellement, d'année après année, on a à peu près 40 nouvelles sociétés de gestion qui sont créées en France. Et donc c'est une création, on est assez prolixe et prolifique plutôt sur ce marché, ce secteur, et donc c'est un élément important. Et on a aussi fait des statistiques chez Morningstar sur les jeunes sociétés de gestion, la croissance des encours, et la croissance des encours en rouge des jeunes sociétés de gestion qui ont fait l'objet d'incubation, et vous voyez que la croissance est assez significative, que ce soit des jeunes sociétés de gestion non incubées ou des jeunes sociétés de gestion qui ont fait l'objet d'incubation, vous voyez que la croissance est assez significative sur les 5 ou 6 premières années.
Alors, on a aussi souligné la croissance des encours. Vous voyez là, par exemple, les sociétés de gestion en France qui sont 5 étoiles Morningstar sur les catégories actions et les actifs gérés. Vous voyez que déjà, en termes de liste, il y en a quand même un certain nombre, il y en a beaucoup. Vous n'arriverez pas à les lire parce que c'est strictement illisible là où vous êtes. Mais ce qui est important de souligner, c'est que la plupart du temps, quand on discute avec nos amis londoniens, ils disent « Ah bah oui, Carmignac, forcément, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, vous avez Carmignac, et c'est le gérant qui truste un petit peu l'ensemble des actifs et l'ensemble des performances. » Alors Carmignac, oui, comme geste, oui, mais on oublie assez rapidement les autres acteurs. Et donc, assez rapidement, on a des structures comme Odo, des NCA, et puis aussi d'autres structures, HMG, etc., qu'on ne citera pas tous, sur les actions, bien évidemment, sur aussi les autres classes d'actifs, convertibles, gestion de taux, gestion monétaire, gestion alternative. Donc, je pense que les sociétés de gestion françaises sont un petit peu trop timides en termes de marketing et de communication. Les Anglais, les structures indépendantes, on a tous en tête des noms, Sweet Needle, Henderson, Janus, Jupiter, etc., etc. Et les réseaux de distribution sont aussi fortement animés par ces structures indépendantes. Et on n'a pas, je pense, cette dynamique, cette, entre guillemets, agressivité dans le bon sens du terme sur le marché français, la marque de ces structures. Et donc c'est important de pouvoir le souligner en disant il y a une expertise plus large que les 2 ou 3 acteurs qu'on nous cite habituellement. Et donc c'est important de le rappeler. Et donc c'était aussi l'occasion de ce type de cérémonie, de se dire voilà, il y a des jeunes acteurs qui arrivent, qui ont des gestions de très grande qualité. Et c'est un peu comme dans les catégories actions, on va avoir des small, mid ou large cap. On voulait faire aussi un peu cette organisation de cap intro et de rencontres avec des entrepreneurs, des gérants de conviction au cours de cette journée. Pour déflorer un petit peu le sujet qu'on abordera avec Patrick Rivière, on pourra reparler de ces graphiques, mais je vous les cite tout de suite. On a fait une enquête chez Morningstar auprès des jeunes sociétés de gestion entrepreneuriale. On vous diffusera l'intégralité des résultats et vous les avez, je crois, dans le magazine. On leur a posé la question, est-ce que vous faites appel à de l'incubation en tant que jeune société de gestion entrepreneuriale? C'est une enquête qui a été menée conjointement avec Finance Innovation. Annelle Cogent. 62% répondent qu'elles n'ont pas fait appel à l'incubation, mais il y en a quand même 38% qui ont fait appel à un incubateur de près ou de loin. Donc on pourra en reparler tout à l'heure ensemble, puisqu'il y a plusieurs modèles d'incubation. La question auprès de ceux qui ont répondu oui, est-ce que vous referiez appel à ce modèle d'incubation si c'était à refaire? 92%, donc un vrai plébiscite sur l'incubation et l'intérêt que ça a pu représenter dans leur développement. Selon vous, quel a été l'apport principal de l'incubation et de l'incubateur pour vous? Très nettement, les capitaux en fonds propres au moment de la création. Le deuxième axe qui est très important, le développement commercial, le développement marketing. Un troisième élément qu'on oublie souvent, c'est le positionnement stratégique de la jeune société de gestion dans l'écosystème. Un quatrième élément qui a été souligné, c'est bien évidemment les actifs apportés dans nos fonds. Donc on en parlera avec le fonds de fonds émergence. Et d'autres éléments plus secondaires, la gestion du risque, la compliance, le deal flow, le relationnel, qui ont pu être cités. Dernier graphique, et j'arrêterai là et on passera à la table ronde. Est-ce que dans les années à venir, vous pensez faire évoluer votre capital? Et donc là, c'était auprès de l'ensemble des jeunes sociétés de gestion. Là encore, on voit que c'est très majoritairement oui. 11% disent non, pas du tout, on est content, tout va bien, tout se passe bien et on ne fera pas évoluer notre capital. Par contre, près de 90%, oui à court terme, à moyen long terme, oui éventuellement. Donc il y a des vraies réflexions actuellement sur l'évolution capitalistique des jeunes sociétés de gestion et peut-être que la crise cristallise aussi un petit peu ce phénomène. Pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons, on pourra en parler. Mais voilà, il y a une vraie réflexion sur le capital, la pérennité, la stabilité de ces jeunes sociétés de gestion qui quittent des grandes maisons, qui développent des expertises et qui intéressent donc forcément des investisseurs institutionnels ou des grands gérants qui se disent tiens, on peut peut-être profiter de ces expertises, de cette spécialisation pour développer de nouveaux axes.
Voilà un petit peu le tour d'horizon, je dirais, à la fois sur l'industrie et à la fois spécifiquement sur l'incubation. Je voulais passer la parole en introduction à Alexandre Attal, qui est multigérant, justement spécifiquement sur ces nouvelles sociétés de gestion, pour qu'en 5-10 minutes, en 10 minutes, il nous explique un petit peu ces méthodes de sélection. Donc voilà, le point de vue de l'investisseur qui voit ce thème, ce segment. Alexandre, c'est à vous. Merci Jean-François. Bonjour à tous. Donc effectivement, en 2007, on a pris le parti chez Barclays de lancer un fonds de fonds avec pour vocation unique de se focaliser sur les sociétés de gestion qui viennent de se créer, les sociétés de gestion entrepreneuriales qui viennent de se créer. Alors pourquoi en 2007 et pourquoi ce segment bien précis? Je vais rebondir un petit peu sur les éléments que tu as évoqués au cours de ta présentation, mais effectivement, on a vu en 2006, en 2007, de nombreux gérants qui ont décidé de prendre leur envol et de se mettre à leur compte et d'ouvrir leur propre boutique de gestion. Ils quittaient soit des sociétés de gestion filiales de banque ou d'assurance, et donc ils voulaient sortir potentiellement d'un process ou d'une lourdeur d'organisation et prendre un peu plus de flexibilité et de marge de manœuvre. Soit ils quittaient des sociétés de gestion déjà entrepreneuriales, mais établies, qui avaient pu être lancées au cours des années 2000, et donc vouloir se développer à leur propre compte et désormais être leur propre patron. Et effectivement, on s'est posé la question de regarder un petit peu historiquement quel est l'intérêt de ce segment-là et pourquoi il ne faut pas attendre que ces gestions se développent avant de les regarder, et plutôt être précurseur, les regarder dès le début, se positionner un petit peu en amont et les accompagner dans leur développement pour participer dès le début à une création de performance. Parce qu'effectivement, lorsqu'on regarde ces gérants et lorsqu'on les écoute, lorsqu'on les reçoit et qu'on les interviewe, qu'on les due diligence, ces gérants-là ont un seul souci, une seule préoccupation, c'est de faire de la performance. La performance, c'est le maître mot pour tous les gérants, mais spécifiquement pour les gérants qui se créent, qui se développent, parce que c'est ce qui va permettre à ces gérants-là d'être dans 2, 3 ans ou 4 ans, de pouvoir être présents auprès de clients et d'afficher un track record. Donc en général, l'essentiel de la surperformance, et c'est les études académiques qui le prouvent, et il y a aussi des cas concrets d'exemples qu'on pourrait regarder de fond qui le prouvent également, il y a un excès de surperformance au début, à la phase de création de la gestion, parce que tous les moyens sont mis, tous les moyens, toute la volonté est mise pour créer de la performance, qui va focaliser sur la performance, et donc pour un investisseur institutionnel comme nous, occulter, s'abstraire d'une partie de la performance d'un gérant et commencer à regarder un fonds au bout de 2 ans, 3 ans, tout simplement parce qu'il y a un track record, c'est écarter du périmètre d'intérêt une performance qui a été créée initialement, et donc pour nos porteurs, pour nos clients, ne pas leur apporter une performance qui a été créée au début. Donc ça veut dire que pour ces gérants-là, nous avons pris le parti de se dire effectivement, il y a des risques, et les risques sont évidents. Il y a des risques où il n'y a pas de track record, ou peu de track record. Il y a des risques où la société de gestion est fragile, ou en démarrage, donc il y a des risques opérationnels, il y a des risques d'organisation qu'il faut bien maîtriser, mais l'intérêt, ce risque-reward, il est potentiellement intéressant parce que le gérant, il a vocation à se consacrer uniquement à la gestion, se focaliser sur la gestion pour créer de la performance pendant ces 2 premières années et être crédible ensuite auprès d'investisseurs pour pouvoir lever des fonds et pour pouvoir faire croître ses encours. On a souvent, il y a quelques graphiques qui le montrent, il y a souvent une corrélation inverse entre la taille des actifs d'un fonds et l'excès de surperformance. En général, il y a un excès de surperformance croissant au démarrage d'un fonds, au démarrage d'une société de gestion, et à l'inverse, les encours sont plutôt stables pendant cette période-là, où la performance s'accroît, la surperformance s'accroît, et à l'inverse, les actifs sont plutôt stables. Et on observe plutôt une croissance des actifs au bout de 2 ans, 2 ans et demi, là où finalement, où les gérants rentrent dans un rythme plus traditionnel, je dirais pas une routine, mais dans une création de performance plus régulière, moins forte. Et donc, les investisseurs traditionnellement commencent à s'intéresser à un fonds à partir du moment où le gérant ne va plus avoir la même dynamique en termes de création de performance. Donc l'intérêt qu'on a eu nous chez Barclays, effectivement, ça a été de se dire l'essentiel de la surperformance pour certains cas est généré dès le début. Il ne faut pas, en tant qu'investisseur institutionnel, avoir des contraintes on va dire traditionnelles de track record, de taille des actifs. Et donc,
s'abstraire des outils quantitatifs un petit peu qu'on peut avoir en termes de filtres dans des bases de données et avoir une approche beaucoup plus qualitative et s'intéresser au cas par cas à l'intérêt que peuvent avoir ces sociétés de gestion. Donc on a lancé un fonds de fonds qui est spécialisé là-dessus, où on a participé effectivement, alors pas à tous les lancements de sociétés de gestion, on n'a pas investi dans tous les fonds gérés par toutes les sociétés de gestion qui se créaient, il y a une approche de due diligence effectivement qui est menée et qui a vocation à valider ou pas l'intérêt d'un investissement, mais l'idée effectivement c'est de se dire que la performance et la motivation et l'intérêt d'un gérant qui se lance à son début est supérieur, en tout cas à un moment donné à partir du moment où il s'est développé. Ensuite, c'est un fonds de fonds qui fait quel encours à peu près? Il est autour de 22 millions d'euros. D'accord. C'est significatif. Donc c'est significatif, sachant qu'il a été lancé effectivement dans un environnement de marché compliqué. Il a été lancé fin 2007, donc dans des environnements de marché qu'on connaît, sur lesquels l'empathie ou l'engouement pour les classes d'actifs actions a été relativement faible. Et donc lever des actifs a été une chose compliquée effectivement. En tout cas, on a participé à notre hauteur à investir dans des fonds qui se créaient et donc à accompagner dès le début, alors je dirais pas en day one, mais dès les premiers mois de lancement du fonds, un investisseur des sociétés de gestion qui se créaient et donc de participer à la croissance de leurs actifs. L'autre intérêt qu'on a effectivement repéré, c'est de se dire que souvent ces gérants entrepreneuriaux qui décident de créer leur propre structure et de se mettre à leur compte, eux aussi, ils sont, je vous le disais, plus motivés, mais également plus libres dans leur gestion, plus flexibles. Ils ont des contraintes qu'ils n'avaient pas forcément lorsqu'ils étaient gérants dans leur précédente boutique ou dans leur précédente société de gestion. Je parle en termes de contraintes, en termes potentiellement de process formalisés. On parle de process dans des grands groupes. Là, c'est plutôt des gestions de conviction ou de forte conviction. Je parle aussi de contraintes en termes d'actifs sous gestion. Les actifs, en général, sont plus faibles au début, donc ça permet aux investisseurs, aux gérants, d'être plus mobiles, plus flexibles, plus réactifs aussi en fonction de la volatilité des marchés. Et on l'a vu en 2008, pour la plupart, ces gérants ont surperformé, ils ont amorti les baisses des marchés actions. Et en 2009, pour beaucoup d'entre eux, ils ont su se repositionner rapidement et exploiter la recovery, surtout sur les valeurs cycliques ou sur les petites et moyennes valeurs. Donc ce sont des gérants plus réactifs, de forte conviction, des portefeuilles plus concentrés, donc effectivement aussi relativement plus risqués, mais sur lesquels on peut avoir un excès de performance rapide et plus élevé que sur des fonds plus cœur, avec une tracking error plus faible. Enfin, potentiellement, pour terminer sur les opportunités que nous on a décelées, sur les 15 à 20 fonds qu'on a pu soutenir depuis le début du fonds. Aujourd'hui, c'est le nombre de lignes aujourd'hui? Non, 15, 20? Aujourd'hui, on a une douzaine de lignes, mais effectivement, l'idée c'est qu'au bout de 2 ans et demi, on sorte les fonds qui ont su se développer, qui ont atteint leur phase de maturité, pour entrer des nouvelles sociétés de gestion, des nouveaux fonds de sociétés de gestion, ne pas diluer la performance non plus, ne pas diluer la construction du portefeuille. Donc il faut faire vivre le portefeuille. Il y a un turnover qui se situe entre 2,5 et 3 ans et demi en fonction des encours de la société de gestion, en fonction de la performance, du marché. Mais donc, il y a un turnover. Au total, on a dû participer à une vingtaine de lignes différentes dans le fonds de fonds depuis 2007, depuis 4 ans. Et effectivement, si je terminais par une autre opportunité que nous on a repérée, c'est qu'en étant un investisseur de premier ordre, parce qu'on est là dès le début, souvent pour des sociétés de gestion, on rencontre ces gestions avant même qu'elles soient encore agréées ou avant même que les fonds soient lancés. Dans la salle, j'ai rencontré beaucoup de certaines sociétés de gestion qui sont en train de se créer ou se développer, donc qui viennent nous présenter leur projet. Exactement. Et donc on est des investisseurs un petit peu... On participe dès le début à leur projet, si on a un intérêt, on a un investisseur de premier rang, et donc il y a une confiance qui s'établit, il y a une proximité qui s'établit, et c'est sûr qu'on n'a pas le même rapport avec le gérant, avec l'équipe, avec la société de gestion. Lorsqu'on a été un investisseur, dès les premiers mois de la création, à la différence d'un investisseur qui vient au bout de 3 ans, 4 ans et qui est dilué parmi l'ensemble du passif d'un fonds. Donc on est quand même on a une relation plus privilégiée, je dirais, en tant qu'investisseur institutionnel, de se présenter, d'être plus proche de ces sociétés de gestion, des gérants, et donc une meilleure compréhension de leur style de gestion, une meilleure anticipation possible pour nous, multigérants, dans l'arbitrage, dans l'allocation, dans la construction des portefeuilles. Et donc cette proximité, elle a du sens, elle a de la valeur, et elle permet aussi de générer de la performance, parce que qui dit proximité dit meilleure connaissance. Alors justement, ça marche.
Enfin, on a tout ça la question sur le bout des lèvres. Alors, le fonds de finalement. fonds, alors, il y a des exemples qui prouvent effectivement et qui confirment ce postulat, ce principe de créer notre fonds de fonds AlphaStar Discovery. Si on regarde la performance agrégée du fonds de fonds sur les années civiles passées, en 2008, on a amorti la baisse des marchés actions. C'est un fonds de fonds actions zone euro avec un benchmark Eurostoxx 50 pour moitié, SBF 120 pour moitié. L'idée, effectivement, c'est qu'on est quand même sur un marché essentiellement dominé par des acteurs français, donc une très bonne connaissance de leur univers local, donc en général une surreprésentation des valeurs françaises et potentiellement des petites et moyennes valeurs françaises dans le portefeuille. Donc on a décidé de prendre un indice composite et effectivement sur 2008 on a amorti la baisse des marchés. Sur 2009 le rebond, comme je vous le disais, a été capté par les gérants sous-jacents, donc le fonds de fonds a surperformé son indice de référence sur 2009 et 2010 également, même dans un marché sans tendance comme on a pu le voir en 2010, un marché un petit peu en taux ondulé avec des fortes phases de hausse, des fortes phases de baisse, un trading range sur le CAC entre 3002 et 3008. Finalement, dans cet univers-là, ces gérants, ces boutiques de gestion, ces emerging managers ont su créer de la performance et générer de l'alpha. 2011 est une année relativement plus compliquée. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des sous-performances massives, c'est plus une année en ligne avec les différents indices de référence. La création de valeur cette année de manière globale, que ce soit sur des emerging managers ou autres, est plus délicate. Après, effectivement, c'est au point de vue du fonds de fonds, je pourrais nuancer au cas par cas en fonction des styles de gestion des fonds. Et c'est clairement des fonds value qui en 2008 ont sous-performé, qui ont rebondi en 2009, et des fonds défensifs qui effectivement ont bien tenu en 2008 et en 2009. Donc l'idée effectivement d'agréger tout ça dans un fonds de fonds, pour nous, a du sens. Ça permet de combiner les styles, combiner les approches et d'avoir un portefeuille qui peut s'adapter à toutes les configurations de marché. D'accord. En termes de risque, parce que c'est effectivement aussi la dimension d'un investisseur de ne pas se focaliser que sur les éléments positifs que peuvent avoir cet investissement dans les sociétés de gestion entrepreneuriale, ces emerging managers. Il y a des risques qui sont évidents, c'est qu'on est face un petit peu à de l'inconnu. Je le disais, ça marche beaucoup sur le qualitatif, beaucoup aussi sur la confiance, et pour beaucoup de sociétés de gestion qui viennent nous voir et nous présenter leurs fonds, on n'a pas forcément de track record, où le track record est haché en fonction des périodes. On a beaucoup moins d'éléments tangibles par rapport à des sociétés qui ont fait leurs preuves et donc sur lesquelles on est capable de juger de manière plus objective et plus quantitative. L'idée, effectivement, dans ce cadre-là, en tant que multigérant, c'est de se focaliser sur des risques. À mon sens, j'en observe essentiellement deux. D'abord, il y a un risque de gestion, donc de performance. Donc, il faut bien comprendre comment l'équipe de gestion est bâtie, comment l'équipe de gestion est organisée, quelles sont les responsabilités, quels sont les rôles et quels sont les moyens. C'est-à-dire, est-ce que le gérant qui vient de créer sa société de gestion et qui avant était gérant dans une autre structure plus grande, plus large, avec des moyens plus élevés, est-ce qu'il a les moyens de reproduire ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a les moyens de remettre en œuvre la gestion qu'il a pu opérer par le passé? C'est-à-dire, qu'est-ce que le track record exploitable a du sens et est réplicable? Ça, c'est un élément important. Donc, bien se focaliser sur la partie performance, fonds, gestion. Et le deuxième élément qui est important, le deuxième risque, c'est un risque plus opérationnel, plus lié à la société de gestion en elle-même. On est face à des business qui sont fragiles, qui démarrent, dans des environnements compliqués, pour des sociétés de gestion qui n'ont pas forcément encore atteint leur point mort, donc une fragilité financière. En tant qu'investisseur institutionnel, c'est important. Donc l'idée, c'est de bien comprendre quel est le business model, quel est le business plan de la société, quelle est l'organisation actionnariale de la société également, pour comprendre les différentes parties prenantes et voir quel est le rôle de chacun dans l'accompagnement et dans le développement. Donc, à ce titre-là, effectivement, lorsqu'on est face à des sociétés qui sont en situation d'incubation, ça permet effectivement d'asseoir et de se dire que ça rassure et ce qui permet de se dire qu'il y a d'abord une assurance au niveau du capital, mais il y a aussi pour la plupart des moyens qui sont mis en œuvre au niveau des prestataires en termes de middle office ou d'aide, et donc ça permet d'apporter du soutien à la situation qui se développe. Très bien, merci beaucoup. Fonds de fonds, accompagnement, information, performance, on pense tout de suite au fonds de fonds émergence, idée qu'a portée Alain Leclerc. C'est une bonne transition justement pour illustrer justement les efforts de la place pour promouvoir les jeunes sociétés de gestion et puis à travers des actions concrètes comme le fonds de fonds émergence. Donc Alain, est-ce que tu peux nous dire où on en est
Et c'est comment la place traite ce type de segment, justement. Oui, bien sûr. Bonjour à tout le monde. Je vais vous dire où on en est. Je voudrais faire quand même une toute petite introduction à la chose. Tout d'abord, le mot crise n'a pas encore été prononcé. Moi, je me réjouis beaucoup de voir toute cette assistance composée de quelques seniors expérimentés et énormément de jeunes ardents et entreprenants, ce qui est réconfortant et ce qui montre qu'actuellement, ce n'est pas le moment de lâcher le manche. Or, commençons par lâcher le manche. Disons, nous sommes dans une crise absolument épouvantable. Nous commençons dans un tuyau obscur, on en parlait avec quelques-uns d'entre vous, qui va durer certainement un certain temps n'étant pas quelques jours, quelques mois, peut-être quelques petites années. Oui, ça c'est pour mettre l'ambiance. Donc, il faut être persuadé que tous ceux qui sont là comme entrepreneurs et qui veulent, je dirais, créer de nouvelles sociétés de gestion sont des gens courageux et qui ont largement mûri, je dirais, leur plan d'attaque et leur plan de développement. Parce que ça va être difficile. Nous avons vécu une décennie glorieuse de la gestion. La nouvelle, peut-être pas décennie, mais va être un petit peu plus dure. On a devant nous des tas d'obstacles. Je ne parle pas de l'état actuel du marché, qui ne va pas durer, espérons-le, des décennies, une nouvelle décennie négative. Mais nous avons une véritable désaffection des investisseurs, que ce soit des investisseurs particuliers complètement découragés et des investisseurs institutionnels, je dirais, cernés de tas de règles qu'on leur impose. On reviendra sur ces règles et sur lesquelles on surajoute, notamment en France, des règles plus spécifiques qui interprètent, je dirais, de façon la plus stricte, des règles européennes. Je ne sais pas comment nous allons distribuer nos fonds, comment vous allez distribuer vos fonds à l'avenir à travers les CGP, je dirais dans l'obscurantisme où nous sommes de la rémunération de la distribution. Nous ne savons pas comment on va qualifier nos produits entre produits simples et produits complexes. C'est absolument aberrant, on est en train de rajouter de la difficulté à la difficulté que nous connaissons. Je vais peut-être, je dirais, arrêter sur le côté négatif, parce qu'il y a des atouts. Et je crois que nous sommes tous dans un métier qui est porteur incroyablement d'avenir. Il va falloir être un peu plus patient que nous pensions. Il me semble que, comme nous sommes dans les marchés financiers, nous allons avoir besoin de financer partout dans le monde l'économie réelle. Et moins, je dirais, le trading à haute fréquence, ce qui est le propre quand même des marchés financiers actuellement, qui n'a plus son objectif. Il va falloir financer, je dirais, l'économie réelle, il va falloir restaurer les marchés financiers, actions obligataires et autres, efficients, et il va falloir des intermédiaires efficients qui ne captent pas au passage de la transaction, je dirais, la prime qui en fait devrait revenir à l'investisseur. Donc nous avons tous un rôle dans ces sociétés de gestion et en le créant, c'est redonner un sens, je dirais, à ce marché financier, où après la bonne rémunération qu'on nous doit bien sûr, nous passons la performance aux investisseurs. Et je crois que ce qui se passe, ne nous en réjouissons pas parce qu'on est tous affectés, ce qui se passe au niveau des BFI et de tout ce qui est de l'intermédiation a, je crois, vu ces beaux jours, et nous allons revenir à de l'investissement qui va transiter par des gérants de portefeuille. Alors peut-être pas exactement les mêmes, au passage ils vont être transformés par la vision du passif qu'ils ont à couvrir, soit le passif des individus ou le passif collectif, je pense notamment aux assurances, et donc il va falloir que cette transformation se mette en place, mais je crois qu'il va y avoir une place considérable pour cette réintermédiation par la gestion qui a été captée, je dirais, par la sphère plus bancaire traditionnelle. Je n'attaque pas les banques, nous avons besoin des banques, ils nous ont aidés, mais je crois que nous avons devant nous une tâche
énorme et où il y aura du champ d'expansion. Alors, ce n'est pas théoriquement à la place, comme on dit, de jouer le rôle des intermédiaires individuels. Et dans l'incubation, il y a déjà, je dirais, des acteurs et des grands acteurs qui jouent le rôle d'incubateurs et d'initiateurs d'incubation. Je ne vais pas les citer, ce serait indécent, sauf peut-être mon voisin de droite, qui dirige l'un des incubateurs d'une entité spécifique. Il y a des banques, il y a aux États-Unis les fonds de pension. Malheureusement, nous n'en avons pas, quasiment pas, même si merci d'avoir rappelé le rôle des institutionnels en France qui existe quand même, mais néanmoins, nous n'avons pas cette fortune institutionnelle. Mais il y a des initiatives d'incubation où certains acteurs se disent, en plus de mon métier de gérant, j'essaie de sélectionner aussi de bonnes mises sur ceux qui vont se développer. Quand on a réfléchi à comment développer l'incubation en France, d'ailleurs, pourquoi y a-t-on réfléchi? Parce qu'en réfléchissant au développement de la place de Paris, effectivement, c'est né de réflexion au niveau du Haut Comité de place. J'ai eu l'honneur de participer, et mon ami Paul-Henri de la Porte-du-Teil, que je salue, d'y siéger actuellement. Toutes les analyses qui ont été faites ont montré que ce qui manquait, c'est ce qu'on appelle dans le métier le seed money, c'est-à-dire pour développer des jeunes sociétés de gestion, il faut qu'elles aient des capitaux à gérer. Or, c'est quand même ce qui manque le plus. Trouver des actionnaires de sociétés de gestion, c'est relativement facile dans leur capital, parce que nous n'avons qu'une capital adéquatie, je dirais, relativement modeste. Et l'AFG, au passage, s'est battue constamment pour conserver un niveau de capital minimum de société de gestion à un niveau tout à fait acceptable. Mais ce sont les capitaux à gérer. Alors, si on regarde où trouver les capitaux à gérer, évidemment, on se tourne vers les institutionnels. Et c'est là où il n'y a pas deux modèles véritablement d'incubation, comme on le dit de temps en temps, en disant que nous avons deux modèles émis d'une société, créés par une société de gestion et d'autres sociétés de gestion et un fonds de place. Nous avons des objectifs un peu différents. Le fonds de place cherche à rassembler ce que pourraient être des fonds de pension, comme sont les Emerging Manager Programs aux États-Unis. Donc nous nous sommes dit qu'il faut rassembler des investisseurs institutionnels qui, aujourd'hui ou demain, s'ils sont convaincus que tout ce que vous avez dit était parfaitement juste, que dans la valeur des jeunes sociétés de gestion, il y a de la rentabilité. Bon, il faut réunir ces investisseurs institutionnels. Et là, on bute sur quoi? On bute sur Solva 2. Parce que dès que les institutionnels veulent investir sous une forme, quelle qu'elle soit, de capital risque, il faut évidemment des fonds propres à un niveau, je dirais, le plus dur qui existe par rapport aux obligations gouvernementales qui évidemment ne comportent jamais de risque et pour lesquelles il n'y a pas de capital à immobiliser, du moins au niveau de l'investisseur. C'était vrai jusqu'à peut-être avant-hier. Donc il faut que l'on trouve une solution pour que l'investissement soit attiré pour une raison réglementaire qui tient à Solvency. Bon, quelque part, dans BAL 3, on retrouve à peu près les mêmes ingrédients. Où on en est alors? Où on en est, ces constats étant faits, nous avons mis sur pied une SICAV contractuelle qui permet aux investisseurs qui souscrivent à cette SICAV appelée Émergence, le droit d'investir ou la possibilité d'investir dans des fonds créés par les jeunes sociétés de gestion sans investir dans le capital des jeunes sociétés de gestion. Ce qui fait que nous ne nous trouvons pas, je dirais, assujettis au plus dur de Solva. Et au passage, nous ne prenons pas une participation dans le capital des jeunes sociétés de gestion si les créateurs souhaitent ne pas voir leur capital, je dirais, investi tout de suite dans d'autres mains d'investisseurs, ce que parfois ils cherchent quand même. Ensuite, nous sommes dit qu'il faut qu'il y ait une rentabilité qui soit un peu celle qui existerait dans le capital risque. Mais comme on n'a pas le capital, nous n'avons pas de dividendes.
Donc nous avons joué sur une autre corde, tout ceci ayant demandé des agréments réglementaires, notamment à l'AMF. Nous avons accès à ce que les Américains appellent le fee sharing, c'est-à-dire que nous bénéficions non pas en inducement, ce qui serait malsain et malpropre, comme si nous étions des distributeurs, mais d'un partage de commissions de gestion avec, je dirais, avec la jeune société de gestion. Mais cette rétrocession tombe dans la poche des investisseurs. Donc on voit bien que dans ce système, l'investisseur est au centre, et donc on a voulu lui donner des droits qui n'existent pas véritablement dans le marché, puisqu'on ne peut pas être à la fois investisseur et gérant. Donc nous avons négocié un accord par lequel le comité d'investissement est composé des investisseurs, donc des compagnies d'assurance notamment, et qui donc participent à la sélection après soumissionnement par une entité que je vais mentionner. Et donc il y a droit de regard et même droit de veto pour l'investisseur si l'investissement ne leur plaît pas. Je crois que c'est l'une des premières fois où on donne aux investisseurs un vrai rôle dans la gestion et pas uniquement celui de résilier un contrat de gestion ou de voter avec les pieds dans un EPCVM. Bon, ceci semble avoir été apprécié, espérons qu'il le sera de plus en plus. Et donc on a cet animal qui s'appelle Émergence et que, on se dirige vers quel que nous allons clôturer avec un objectif qui est de 200-250 millions, avec un premier closing de 100 millions qui devrait intervenir, je ne sais pas si c'est le 31 décembre ou le 1er janvier. Vous savez qu'en fin d'année, les chèques ont toujours du mal à se signer effectivement. Mais enfin, il y aura certains des plus grands investisseurs, je dirais, institutionnels de la place. Donc, juste pour terminer, peut-être qu'on aura l'occasion de redire un mot, il y a beaucoup d'innovations, il n'y a aucune subvention, il y a beaucoup de pouvoir donné aux investisseurs, qui, à mon avis, est le présage de ce que je disais au début, c'est-à-dire que si on veut redonner de la confiance aux investisseurs, il faut montrer que l'on gère en fonction de leurs besoins, y compris leurs passifs. Et c'est quelque chose qui peut-être est un gain provenant, je dirais, de Solva, qui nous a appris maintenant à travailler, ça coûte cher, mais sur la transparence complète des portefeuilles. Ce qui, à mon avis, aura des conséquences à long terme, y compris de bouleverser la structure des portefeuilles et même bouleverser la structure des OPCVM. Nous avons les moyens technologiques maintenant de donner des transparences complètes et de rendre le client, non pas complice, mais partenaire d'une gestion. Mais ils ont quand même besoin, comme le malade qui avale ses pilules, ils ont besoin quand même d'un spécialiste. Merci Alain. Sans transition... Excusez-moi, je rajoute une chose. L'intention est de créer d'autres compartiments. Il y a un premier compartiment qui est de performance absolue, pour lequel le gestionnaire pressenti, certains d'entre vous le connaissent très bien, est New Alpha, qui a plutôt une teinture, je dirais, gestion alternative. Il y a pas mal il y a près 70 dossiers en cours d'examen actuellement. Il y a beaucoup de long short, d'event-driven, etc. Mais il y aura d'autres compartiments, actions, notamment long-only actions, pourquoi pas environnement, pourquoi pas obligations, voire obligations émergentes. Il va y avoir des opportunités sur le marché obligataire. Il y aura des opportunités et chaque fois il y aura des appels d'offres sur le marché, je dirais, pour les gestionnaires délégataires, puisqu'on reste quand même avec un gestionnaire délégataire, c'est pas de la SICAV autogérée, même si l'investisseur a une part, à son mot à dire très fortement. Très bien. Pour ces précisions, Patrick Rivière, donc directeur général, membre du directoire de la Française. Le rôle de l'incubation et en particulier dans cette période troublée, on voit l'intérêt, ça a été souligné par l'investisseur, on voit l'intérêt par la place. Comment vous vous positionnez, comment vous voyez l'évolution du métier en 2012, ça ne sert à rien de se projeter à 20 ans, mais voilà, le bilan et les perspectives. Peut-être donc en quelques mots, rappeler l'activité telle qu'elle est pratiquée à la Française. Donc d'abord c'est une activité qui est ancienne, on va fêter l'année prochaine les 10 ans de cette activité, et donc puisque la première participation peut
qu'on a pris, c'était donc Métropole, et donc l'année prochaine ça fera 10 ans. Donc je dirais il y a une longue tradition de cette activité. C'est un peu, je dirais, dans les gènes de la maison et dans les gènes de son management, puisque le management française a quand même une culture entrepreneuriale forte et des origines entrepreneuriales marquées. Je pense qu'il est important de rappeler que c'est un métier qui est un métier assez difficile et assez compliqué, puisque finalement on fait le contraire de ce qu'on nous dit de faire. C'est-à-dire la théorie classique, c'est qu'il ne faut surtout pas prendre de participation minoritaire. Or, on passe notre temps à prendre des participations minoritaires et qu'il faut rester concentré sur son activité, etc. Donc, c'est une activité qui est difficile, c'est une activité qui doit être assumée par l'entreprise. Donc, au-delà de l'équipe, je dirais, qui gère cette activité, qu'on a dédiée à cette activité, donc, une équipe de 6 personnes, c'est l'ensemble de l'entreprise qui doit supporter le projet parce que on utilise nos gérants pour challenger les produits qui sont présentés, on utilise nos commerciaux parfois pour accélérer le développement de ces participations, on utilise le marketing pour faire les analyses de marché et aider au positionnement des produits, on utilise le juridique pour les contrats. Donc classiquement, je dirais, une entreprise a un peu une tendance au rejet par rapport à cette activité. Les gérants vont dire « oh là là, c'est concurrent », les commerciaux vont dire « encore un produit de plus », le juridique va dire « j'ai autre chose à faire ». Et donc, je pense qu'il faut avoir en tête qu'il faut une configuration assez spécifique pour mener cette activité, en tout cas de la manière dont on la mène. Donc aujourd'hui, on a, nous, un pôle de participation de 20 participations, dont 3 qui ne sont pas des sociétés de gestion, mais qui sont plutôt des sociétés impliquées dans la distribution, avec un fort biais français, French Connection, puisqu'on a quelques participations qui ne sont pas basées à Paris, mais qui en général ont une connexion française forte par leurs créateurs. Ces sociétés aujourd'hui, c'est 7,5 milliards d'encours, et c'est 160 personnes qui travaillent pour ces sociétés, donc c'est quelque chose dont on est fier. On est fier d'avoir aidé à ce développement-là. On s'est structuré dans le temps pour cette activité. Au début, on faisait de la prise de participation. On n'aime pas tellement le terme incubation, on de la prise de participation, comme M. Jourdain. Donc, au fur et à mesure, on devient très opportuniste. Et puis, on s'est structuré pour gérer cette activité avec une équipe dédiée. Et puis cette année, on a passé une étape supérieure puisqu'on a décidé d'associer des investisseurs à cette activité. On a créé un fonds qui s'appelle Next Invest, qui est un fonds qui fait 110 millions d'euros, qui est donc destiné à seeder des participations. Donc il y a un couplage de ce fonds et d'un holding qui prend les participations. Et on est très content de cette expérience, parce que cette expérience, elle nous a fait progresser, puisqu'elle nous a obligés à réellement structurer un processus de sélection de manière à pouvoir le présenter à des investisseurs qui, comme dans la cycle de place, ont un droit de veto et participent à la sélection. Donc on a, dans Next Invest aujourd'hui, consommé, entre guillemets, à peu près 45 millions de sites, en tout cas consommés ou engagés, et on a 5 participations, que d'ailleurs je vais citer, puisqu'il y en a qui sont dans la salle, et donc ce sont des nouveaux venus dans notre univers. Donc il y a une structure qui s'appelle Open Mind, qui donc gère un produit de performance absolue fondé sur la rotation sectorielle. Une structure qui s'appelle Tendance Finance, qui est un macro mais long only. EFA, qui est une société spécialisée, donc avec des spécialistes du pétrole et qui donc s'intéresse réellement à la problématique de l'évolution de cette énergie et de ses impacts sur la finance. Et Ginger AM, qui est une structure qu'on a je dirais, lancée avec BNP, et qui est une structure assez structurée, puisqu'il y a déjà 7 personnes qui travaillent dedans. Il y a un projet qui est bien articulé entre des équipes commerciales, un gérant qui est un gérant visible, c'est donc Leonard Cohen, et donc un projet qui est bien parti. Donc, voilà, donc ça c'est l'actualité récente. On a 2 structures qui sont en cours d'agrément à l'AMF et qui donc porteront le total à 20. Ce qu'on essaye de faire nous, donc, et quel apport on essaie d'avoir, c'est qu'on essaie d'être un partenaire actif
et d'être un accélérateur de développement. C'est au démarrage qu'on peut apporter de la valeur, que ce soit, je dirais, dans le support commercial, marketing, ou que ce soit dans la mise à disposition de nos systèmes, ou voire de temps en temps de nos locaux. On essaie d'être un accélérateur de développement. On accélère également le développement en acceptant souvent d'anticiper le mouvement, c'est-à-dire on accepte très souvent de créer le fonds sur notre propre société de gestion, l'entité se créant comme société de conseil, et puis au fur et à mesure du temps, passant en société de gestion, ce qui permet d'éviter de mettre bout à bout les délais, le délai de création de la CGP, puis le délai de création du fonds, le seeding du fonds, et donc ce qui ralentit le processus. Donc on essaie d'être un accélérateur de croissance dans le dispositif des participations. Voilà, donc ça c'est pour la philosophie. Perspective 2012. Alors perspective, donc là je vais frôler le délit d'entrave puisque ça n'a pas été présenté au comité d'entreprise, mais on a pour projet. Ça sortira pas de. On a pour projet de filialiser cette activité, donc de l'identifier réellement comme une activité avec sa propre marque. Donc ça c'est un projet qu'on va mettre en œuvre au cours du premier trimestre de l'année. L'idée derrière tout ça, c'est de travailler sur 3 dimensions de cette activité. Une dimension deal flow. On est, comme je l'évoquais, très French Connection. On a quand même le sentiment qu'il y a des choses à faire en Nord-de-France. Bon, il y a un pays dont je suis convaincu, et ce n'est pas que pour un biais personnel, c'est le potentiel de l'Italie pour des boutiques. C'est un marché qui est déserté par les acteurs traditionnels domestiques et qui a été qui a été envahi, je dirais, de manière systématique par des acteurs non résidents, dont certains Français avec grand succès. Et je pense qu'il y a vraiment de la place pour des boutiques en Italie. Et donc on va essayer de travailler un peu le marché italien en matière de deal flow. Également, on s'est effectivement jusqu'à présent beaucoup focalisé sur des sociétés que je qualifierais de long only, donc on va dire un asset management assez traditionnel, ce qui peut paraître un peu curieux puisqu'on a une activité alternative très significative dans le groupe, et donc on va essayer d'être un peu plus actif sur la partie alternative. Donc diversification du deal flow à la fois géographique et en métier. Et puis on doit, le nerf de la guerre c'est le seeding, on le sait, et on doit trouver des moyens, je dirais, de faciliter le seeding. Alors ces moyens, ça peut être de lever de nouveaux Next Invest dans le futur, mais ça peut être également de créer des produits comme Barclays a créé, on peut créer un produit autour de nos 20 participations qui va être un fonds de fonds qu'on pourrait commercialiser, sur lequel on pourrait avoir une animation. Donc des projets je dirais, de nourriture du seeding. Et un troisième projet qui, je dirais, est de passer du small cap au mid cap. On s'est intéressé jusqu'à présent seulement à des sociétés en création, qui nécessitent peu d'investissement en fonds propres. On voit souvent des dossiers qui viennent vers nous, qui nécessitent des investissements en fonds propres un peu plus élevés. Je pense notamment à des projets en ETF, etc., qui sont des projets qui sont un peu plus industriels. Et donc on réfléchit à des moyens pour, on va dire, monter entre guillemets en investissement en fonds propres sur des structures parfois plus matures et donc décliner cette activité. Là, on est dans de la restructuration, enfin, ce qu'on évoquait tout à l'heure, ouverture du capital sur des structures plus importantes. Voilà, et donc le sondage avec le fait que la plupart envisagent de démodifier son bien capital, je pense que c'est le bon moment. Crée un terrain fertile. D'accord, il y aura des opportunités. Voilà. Très bien. Je regarde ma montre parce que le temps passe très vite. On a prévu une cérémonie à 19h15, donc il ne faudrait pas être en retard. Est-ce que dans la salle, vous avez 2-3 questions à nos experts présents à cette table ronde sur justement les thèmes qu'on vient d'évoquer, l'incubation, le développement, le fonds de place, le fonds de fonds standard distribué par Barclays, où est-ce que tout a été très clair. Moi j'avais une question pour Alexandre sur son process. En fait, Alexandre, tu l'as dit tout à l'heure, on traite ça un peu comme des small caps. Est-ce que vous traitez ça
vous les identifiez comme une classe d'actifs à part entière et vous les retrouvez donc pas dans les autres fonds de fonds de la gamme Barclays, est-ce que vous pouvez éparpiller et identifier des gérants que vous allez retrouver dans d'autres? Et au bout de 3 ans et demi, est-ce que vous les laissez tomber comme des Kleenex ou est-ce qu'au contraire vous continuez à les suivre? Comment se passe le suivi en fait? Alors, non, on ne les laisse pas tomber dans les Kleenex pour répondre à la deuxième partie de la question, même si je vais la reprendre de manière chronologique. On a effectivement un fonds qui est dédié là-dessus, sur les emerging managers. Donc les emerging managers n'ont pas vocation à être dans les autres fonds de la gamme que l'on gère. L'idée, c'est effectivement de montrer que ces emerging managers créent de la valeur ajoutée, donc ne pas les mélanger, les diluer avec des fonds gérés par des sociétés qui ne sont pas forcément des emerging managers. Donc on a un process qui est propre, un fonds de fonds qui est propre, un universement qui est propre, avec l'accent qui est mis sur l'identification de ces sociétés de gestion. Parce que l'intérêt, effectivement, c'est d'être présent très en amont. Donc on est très vigilant sur le site de l'AMF en termes de sociétés de gestion qui peuvent se créer, être référencées. On est aussi sollicité de manière d'appel entrant, parce que les investisseurs, depuis 4 ans maintenant, savent qu'on a ce positionnement sur cet emerging manager. Mais il y a un process qui est propre à AlphaStar Discovery et au fonds sélectionné dans AlphaStar Discovery, où là, l'accent est mis plus sur le qualitatif, plus sur la relation, plus sur la compréhension du business model, du fonds, de la société et de ce à quoi on peut s'attendre par rapport à des analyses standards de multigestion avec des filtres quantitatifs, des analyses de track record, de tracking error, de volatilité. On n'a pas toutes ces capacités parce qu'on n'a pas de performance, on n'a pas de fonds, on n'a pas de valeur liquidative, donc on est beaucoup plus axé sur le subjectif et sur le qualitatif. Ensuite, après, pour terminer sur la deuxième partie, non, on ne les jette pas comme des Kleenex, parce que dans notre gamme, on a un deuxième fonds de fonds qui avait été lancé un petit peu au préalable, en 2005, qui a vocation à être investi sur des fonds gérés par des boutiques, mais pour le coup établis. C'était le parti qu'on avait pris en 2005, c'est-à-dire qu'il y avait en France un grand nombre d'asset managers qui étaient des boutiques et qui étaient des gérants de conviction, et qui, par rapport aux fonds traditionnels, aux fonds de réseau de banque, créer de la valeur. Donc on avait créé un fonds de fonds spécialisé sur des fonds de boutiques établis. L'idée de Discovery, ça a été de créer un fonds de fonds sur les stars de demain, donc d'identifier les stars de demain. Si au bout de 3 ans et demi, ces stars de demain se sont confirmées. Ce sont des stars d'aujourd'hui. Ce sont des stars d'aujourd'hui, c'est un petit peu un des slogans que vous aviez sur votre page de Sélectionner garde. aujourd'hui les gérants de demain. Sur votre page de garde, ils ont tout intérêt, tout le loisir potentiel à entrer dans le fonds de fonds initial, le fonds de fonds plus gros. Donc il y a une idée finalement d'être maintenant avec Discovery, d'être un peu plus en amont et d'être faire partie de du cycle de vie d'un fonds, pas uniquement au bout de 3 ans et demi, mais être là dès les premiers jours. D'accord. Alain, tu voulais dire un petit mot? Oui, non, je voulais juste, pour qu'on n'oublie pas la chose, dire que ce qui me frappe, une fois l'étape de morosité peut-être du moment passé, une chose qui m'a beaucoup frappé dans la conférence qu'a fait l'AFG à Londres il y a quelque temps, avec Valérie Lapin-Dutheil et Muriel Faure, c'était de voir des Anglais, des consultants anglais, nous dire, ce qui pour nous est une évidence, mais c'était réjouissant, mais vous avez de French Small Boutiques. Les Small Boutiques excitent quand même pas mal l'international. L'intelligence française de la gestion est connue, n'a peut-être pas été suffisamment développée encore et portée à la connaissance. Et je crois que là, nous avons, si nous nous organisons bien entre nous, et on ne peut que se réjouir de voir plusieurs, je dirais, maisons et initiatives converger vers cette idée. La France est également dans le clan de l'innovation, dans les jeunes sociétés de gestion. On peut véritablement attirer l'attention. Donc c'est plus dans l'accélération, comme disait Patrick, des MID, plutôt que dans la création. Non, je crois que les deux. Il y a toujours des investisseurs, y compris à l'étranger, et aux États-Unis, pourquoi pas, bien sûr en Angleterre, en Allemagne, etc., qui sont attirés par les deux. Dans la table ronde de cet après-midi, on a un gérant quantitatif qui disait « J'ai passé les 100 millions d'euros, j'arrive à 130 millions d'euros, j'ai des due deals en Allemagne et j'ai beaucoup d'Européens qui commencent à me repérer dans le radar
3 ans d'historique, 100 millions d'euros, et il y a clairement des indicateurs qui intéressent beaucoup les Européens ou les Oui, étrangers. là, je suis tout à fait d'accord avec Patrick, il y a un vivier où Patrick, on peut détecter à la fois des nouvelles sociétés à l'étranger, mais ils peuvent détecter davantage, rassurés par la qualité de ceux qui sont autour de table et qui investissent vraiment en France en tant que Français, attirer, je dirais, des talents anglais. J'ai 2 questions pour Patrick et après on s'arrêtera. J'ai une question en interne sur la gestion des conflits d'intérêts. C'est-à-dire que si je suis bon gérant chez LFP, je me dis donc demain ils vont pouvoir me cider et je vais créer quelque chose asset management et donc je ferai partie de la boutique. Et comment vous gérez un peu ces frustrations? T'as vu, je performe bien, ce mois-ci j'ai battu le CAC 40, donc ça y est, j'ai mon dossier, vous allez pouvoir m'apporter des capitaux. Non, on a sélectionné Ginger ou Tendance, vous auriez pu quand même me sélectionner, je suis gérant chez LFP depuis 5-10 ans. Donc est-ce que ça ne crée pas aussi quelque part un peu de l'animosité sur des gérants LFP qui seraient tentés par créer leur boutique? Ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt une bonne émulation? On essaie de garder des gérants heureux chez nous, donc, mais bon, c'est quelque chose qu'on a vécu et qu'on vit encore. Et dans quelques semaines, on fera une annonce de ce type-là, donc ça fait partie des choses qui arrivent encore dans le groupe. Donc c'est quelque chose qu'on assume. Ce qu'il faut quand même voir, c'est qu'entre gérer un fonds au sein d'une structure et créer sa propre société de gestion, il y a quand même un gap à franchir qui est un gap très significatif. Et on regarde avec, le même regard positif quelqu'un qui viendrait nous voir de l'interne pour nous soumettre un projet que quelqu'un qui viendrait de l'externe. Il n'y a aucune raison et on préfère, à la limite, que quelqu'un vienne nous voir en disant voilà, j'ai envie de créer quelque chose et l'aider à créer quelque chose et en profiter nous-mêmes, plutôt qu'il parte chez un concurrent. Voilà. Donc on n'a pas de problème avec ça. Après, les problèmes qu'on a, c'est des problèmes, je dirais, de compétition de produits. Si nous commercialisons des produits, ils sont bien entendu en concurrence avec les produits de la française, et donc il faut gérer ça intelligemment. Donc c'est pas du conflit d'intérêt, je dirais, il y a une concurrence qui doit être gérée et je dirais gérée intelligemment. D'accord. J'avais une autre question, mais je l'ai oubliée, mais je te la poserai au cocktail, ça me reviendra. Oui. On est quand même très soucieux du matching entre notre actif et notre passif. Notre fonds de fonds est en daily, donc on est vigilant sur le fait de pouvoir assurer une liquidité dans des bonnes conditions à nos clients et à nos investisseurs. On s'autorise 5% maximum sur des fonds weekly, au maximum. Pas plus, on ne va pas plus loin en termes de pourcentage dans le fonds de fonds et plus loin en termes de fréquence de valorisation. Donc à hauteur de 5%, ça peut effectivement apporter de la valeur sur des fonds qui ont spécialisé sur des micro-caps ou des small-caps et sur lesquels une valorisation daily n'a pas forcément du sens. On en a aujourd'hui en portefeuille, mais c'est monitoré de manière quotidienne et on fait attention, on se fixe des limites pour éviter d'avoir tout problème si on doit subir nous-mêmes des rachats ou des souscriptions. La question, c'est les fonds qui ont des liquidités très contraignantes, et est-ce que vous avez tendance à les exclure ou au contraire les sélectionner? Il n'y a pas de problème. À partir du moment où on est sur des logiques de seeding, sur un commitment dans la durée, donc la problématique de la liquidité est moins importante. Par contre, on va juger le projet en fonction de la réaction éventuelle des investisseurs par rapport à un produit qui n'est pas liquide. Donc ça jouera, mais pas au premier degré, au deuxième degré. Dans le fonds de place, est-ce qu'il va y avoir que des jeunes gérants ou est-ce qu'il y a aussi des gérants moins jeunes, mais qu'il faudrait, que vous avez identifié comme intéressants et pouvant faire l'objet d'une accélération? C'est une question qui sera tranchée par le comité. Par le tour de table, par les investisseurs, comme je l'ai dit sur place. Non, il y a, mais derrière la question
qui n'est pas qu'une question piège, il y a une véritable question. On peut penser qu'elle lève. Donc il y a à réfléchir à cette fonction d'accélération également. Très bien. Donc la réponse serait une bonne balance entre les deux n'est peut-être pas idiote.